Idan Alexander, an American citizen who, until recently, most thought was dead, is going to be released. דיברתי היום עם הנשיא טראמפ, הוא אמר לי, אני מחויב לישראל, אני מחויב להמשיך לעבוד איתך בשיתוף פעולה הדוק, כדי להשיג את כל מטרות המלחמה שלנו. לשחרר את כל החטופים ולנצח את החמאס. איזה פצעה קטן שאני אוהבת אותך, עידן. יואו, כמה דאגנו, אוי. Les retrouvailles émouvantes, l'otage Idan Alexander qui a été libéré par le Hamas aujourd'hui. Après 19 mois passés dans la bande de Gaza, c'est le dernier otage israélo-américain toujours en vie. Sa libération donne-t-elle un peu d'espoir pour la fin de la guerre? En tout cas, sur le terrain, la situation qui est catastrophique. Israël bloque toujours l'entrée de l'aide humanitaire et de la nourriture. Les hôpitaux ne parviennent plus à nourrir leurs patients. L'ONU craint que la bande de Gaza bascule dans une famine généralisée. J'en ai parlé un peu plus tôt avec Audrey McMahon. Elle est pédopsychiatre et déléguée santé mentale pour la Croix-Rouge. Elle nous parlait depuis Gaza. Audrey McMahon, bonsoir. Merci beaucoup de prendre le temps de nous parler ce soir. Bonsoir. Le Comité international de la Croix-Rouge qui a dit tout récemment que la réponse humanitaire à Gaza est au bord de l'effondrement total. Vous êtes sur place depuis le mois de février. Décrivez-nous les conditions de vie actuellement des Gazaouis. De quoi êtes-vous témoin? On est témoin du pire qu'on a vu depuis la dernière année et demie. Après plus de 19-20 mois d'hostilité, la majorité des infrastructures nécessaires aux besoins humains de base ont été détruits, ont été affectés. Et quand je parle des besoins de base, on parle d'accès à l'électricité, d'accès à l'eau potable, d'accès aux soins médicaux. Et donc, puis en ce moment, on a une population entière qui vit avec une suspension de l'aide humanitaire qui dure depuis plus de 2 mois, avec un accès extrêmement difficile à tous les besoins de base. Est-ce qu'il reste justement des réserves de nourriture en ce moment? D'eau, à quel point est-ce qu'on a atteint un seuil critique? L'eau potable, il y en a de moins en moins. Les gens attendent parfois des heures pour pouvoir avoir accès à un pot d'eau potable. Pour la nourriture, il en reste très peu pour couvrir la population. On a des gens qui n'ont même pas un repas par jour. Le Comité international de la Croix-Rouge, actuellement, on travaille dans quelques camps de réfugiés où on essaie de donner un repas par jour au moins, un repas chaud par jour. Mais les réserves sont extrêmement limitées. Puis ce qui reste dans les marchés, il y a eu une inflation incroyable des prix et la majorité des familles soit n'arrivent pas à payer ou s'ils arrivent à payer, c'est tout à fait insuffisant pour nourrir leur famille entière. Et donc, vous êtes pédopsychiatre. Quels sont les impacts psychologiques de la situation actuelle sur les enfants, oui, mais aussi sur les adultes? Ce qu'on voit énormément, de plus en plus même, c'est des enfants qui non seulement ont peur, mais questionnent le futur, ont de la difficulté à voir le futur. On voit de plus en plus d'agressivité chez les enfants. Il faut se rappeler que c'est des enfants qui n'ont pas eu accès à l'école depuis plus d'1 an et demi, qui ont une perte de routine totale, qui ont été exposés à des violences inimaginables. On les mettrait même pas devant des jeux vidéo qui montrent le corps de ceux dont ont été témoins. Des enfants qui ont faim. Donc, on voit de plus en plus d'agressivité, de dépression chez les enfants aussi. En fait, je parle même pas de diagnostic quand je dis ça, je parle plus de signes et symptômes qu'on pourrait voir. Mais qu'est-ce que les enfants vous disent en ce moment? Quels sont les mots qu'ils utilisent? Même chez les plus jeunes, il y a beaucoup de pourquoi. Pourquoi le monde laisse faire ça? Pourquoi nous? Il y a une perte de confiance dans le monde. Dans la communauté humaine, je dirais même.
On les entend dire ça. Chez les personnes, il y a une personne âgée qui me vient en tête actuellement c'était vraiment touchant. C'est un père de famille qui a presque 70 ans, qui toute sa vie a travaillé, comme on dirait chez nous, à la sueur de son front. Puis il a déjà été déplacé au moins 6 fois depuis le début du conflit. La dernière fois qu'il a été déplacé, pendant le cessez-le-feu, il avait réussi à retourner à Rafah. Après avoir vécu dans une tente avec sa famille entière. Quand on parle de vivre dans une tente, on parle de 6 à 8 personnes qui vivent dans une petite tente. Donc, côté même dignité des hommes de cet âge-là qui ont travaillé toute leur vie pour pouvoir tranquillement bâtir la maison. C'était une famille qui n'était pas très riche puis qui, à travers les années, avait fait leur maison de la manière qu'ils la voulaient. Rafah, comme on sait maintenant, est pratiquement rasé. Ils ont dû redéménager et ils disaient on m'a volé mon âge, on m'a volé la sueur que j'ai dépensée. On n'a pas juste volé ma maison, mais tous les efforts que j'ai mis pour pouvoir donner un futur à ma famille puis aux petits-enfants. Donc, il y a quelque chose de... C'est quelque chose de voir, même chez les hommes âgés, toute cette question d'atteindre de la dignité, en fait, qui est touchée, avec toutes les conditions impossibles dans lesquelles ils sont maintenant. C'est pas votre première fois à Gaza, Dr McMahon. Vous y étiez quelques jours d'ailleurs avant le 7 octobre, avant l'attaque du Hamas en Israël. Comment est-ce que vous êtes en mesure de comparer, si vous voulez, le avant et le maintenant à Gaza? C'est 2 mondes. Tout a été affecté. Pour la première fois cette semaine, je me suis rendue à la ville de Gaza. Il y a des endroits qu'on ne reconnaît plus du tout. C'est rasé. Il y a des endroits qu'on reconnaît, mais c'est complètement détruit. C'est le visage des gens les traits serrés, les gens sont épuisés. Ils étaient déjà épuisés avant le cessez-le-feu. Le cessez-le-feu leur a donné un souffle un peu. En même temps, le cessez-le-feu, c'est là qu'ils ont pu sentir aussi pour peut-être l'espace de sentir pour la première fois tout l'impact de ce qu'ils avaient perdu quand ils sont retournés vers le nord et qui ont vu l'étendue de la destruction. C'est des gens qui arrivent au travail le matin, avec qui on travaille, qui nous disent qu'ils ont faim. Et pour ceux qui connaissent les Gazaouis, savent que c'est pas quelque chose qu'on dit facilement. La dignité est très, très importante. Donc, on arrive vraiment à un point de rupture à tous les niveaux. Il faut que l'aide humanitaire rentre et rapidement. Et on a vu aujourd'hui, on va se laisser là-dessus, la libération d'Evan Alexander. C'est un otage israélo-américain. Il y a certains qui espèrent que ça va mener à un accord permanent, à la libération de tous les captifs. Est-ce qu'il y a encore de l'espoir dans la bande de Gaza, en quelques mots? Je dirais qu'il s'effrite, sincèrement, mais il y en a encore. S'il y a une chose qui est dur à perdre ici, c'est l'espoir, parce que l'espoir, c'est la dernière chose qui nous reste. Puis l'auteur américain James Baldwin, qui me vient à l'idée maintenant, mais il disait que on peut pas dire aux enfants qu'il n'y a plus d'espoir. On peut pas se permettre ça. Donc, on en a encore. Et vous restez encore sur place un bon moment. Audrey McMahon, merci beaucoup pour ce regard privilégié sur la situation sur le terrain à Gaza. Merci pour cette entrevue. Merci.